un ours polaire seul sur une banquise qui fond. Voilà l'image symbolique que nous avons eue du réchauffement climatique pendant des années. Aujourd'hui, cette image a été remplacée par celle des feux de forêt, des canicules, des inondations ou encore des ouragans. Et nous avons eu tendance à peut-être un peu oublier les glaciers. Pourtant, ces géants de glace sont notre passé, notre présent et notre futur. Et ils sont aujourd'hui les premières victimes du réchauffement climatique. Les scientifiques eux-mêmes sont stupéfaits de la vitesse à laquelle ils fondent. Ce qu'ils pensaient voir dans 70 à 80 ans est déjà en train d'advenir. Par exemple, le Groenland perd aujourd'hui 6 fois plus de glace qu'il y a 40 ans, alors qu'il est la masse glacée qui contribue le plus à l'élévation des océans. Et ce que l'on ne réalise pas toujours, c'est que l'espèce humaine n'a jamais existé sans glaciers. Ce sont les glaciers qui ont permis au climat de se stabiliser et aux civilisations de se développer. C'est ce qu'explique la glaciologue Heidi Sevestre dans son livre « Sentinelle du climat ». Notre avenir dépend des glaciers, nous pouvons encore les sauver. Un message d'espoir plus que jamais nécessaire. Alors, à quoi ressemble le métier de glaciologue ? Quel rôle jouent les glaciers dans l'équilibre climatique ? En quoi la disparition des glaciers nous concerne directement et comment les sauver aujourd'hui ? Réponse tout de suite dans ce nouvel entretien Blast avec Heidi Sevestre. Heidi Sevestre, bonjour. Bonjour Paloma. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Merci pour ton accueil. Alors, vous êtes glaciologue, membre international du Club des explorateurs et vous avez reçu la première médaille Shackleton pour la protection des régions polaires. Vous travaillez à l'AMAP, le programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique, et votre travail se base essentiellement sur les recherches de terrain et se focalise sur la dynamique des glaciers en Arctique et la structure des barrières de glace en Antarctique. En bref, vous surveillez un peu les glaciers du monde entier, mais vous êtes aussi une communicatrice scientifique passionnée, vous êtes conférencière, vous avez participé à de nombreux documentaires en France et à l'international, et vous animez aussi des documentaires scientifiques pour France 5 ou encore Ushuaïa. Vous venez de publier un livre, Sentinelle du climat, chez HarperCollins, qui raconte votre parcours et votre combat. Et vous avez aussi écrit avec François Bernard, Demain c'est nous, paru en mars 2023, sur les aventures d'une classe de 3e au Svalbard, tout près du pôle Nord. Alors, vous êtes depuis des années aux premières loges du dérèglement climatique et de ses effets. Vous l'écrivez dans votre livre. Je ressens dans ma chair que désormais le climat n'obéit plus aux définitions apprises parce que vous habitez au Svalbard, qui se réchauffe 7 fois plus vite que le reste de la planète, mais surtout parce que vous avez parcouru la planète pour observer les glaciers en Arctique, Himalaya, Groenland ou encore Antarctique. Comment est-ce que vous êtes passionné pour les glaciers et qu'est-ce que ça implique exactement d'être glaciologue aujourd'hui ? Je suis née à Annecy, en Haute-Savoie. Et depuis toute petite, mais je suis tombée amoureuse de la nature. J'ai grandi dans un petit village pas très loin d'Annecy. J'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence en forêt, en montagne. Je voulais à tout prix faire un métier qui allait me permettre de rester au contact avec la nature. Je ne savais pas trop exactement dans quoi me lancer, mais un jour, j'ai rencontré un guide de haute montagne. Et il m'a dit, j'avais 16 ou 17 ans à l'époque, il m'a dit, écoute Heidi, il y a des gens, on les paye pour étudier des glaciers. Tu pourras rester en montagne comme ça. Et depuis que je suis ado, voilà, c'est exactement la ligne que j'ai voulu suivre. Et aujourd'hui, j'ai cette chance d'être glaciologue. Alors, je l'ai vraiment fait pour avoir cette excuse d'être en montagne, parce que ces paysages de glaciers de montagne, ils sont juste extraordinaires. C'était vraiment par passion que je suis partie dans ce métier-là. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une responsabilité énorme à être glaciologue. Nous, on va voir les glaciers, on va les mesurer, les étudier. Et surtout, on essaie de comprendre comment le changement climatique est en train de les affecter. Parce que ce qui se passe au niveau des glaciers, on s'en rend bien compte aujourd'hui, affecte le reste de la planète. Donc, il y a vraiment tout un tas de dimensions à notre métier et surtout aujourd'hui, une très grosse responsabilité. Alors, c'est vrai qu'au tout début, quand il y avait les premières alertes sur les réchauffements climatiques, les images qu'on pouvait voir, c'était surtout des glaciers qui fondent. C'est un peu ce à quoi le lien que les gens font avec le réchauffement climatique, l'image qu'ils peuvent avoir en tête, mais c'est un peu une image qui s'est éloignée d'une certaine manière avec le temps. Donc, je voulais revenir avec vous là-dessus. Quel rôle jouent les glaciers aujourd'hui dans l'équilibre climatique, justement ? Oui, les glaciers, les glaces en général sont extrêmement importantes. Il y a plein de types de glaces différents. On peut peut-être commencer par les glaciers de montagne. Moi, je viens des Alpes. On a encore à peu près 3000 glaciers dans les Alpes européennes. Ces glaciers sont super importants parce que ce sont nos châteaux d'eau naturels. Le fait d'avoir des masses de glace comme ça dans les montagnes, naturellement, pendant l'été, ces glaciers vont fondre, en petite partie ou en grande partie, et c'est ce qu'on appelle un service rendu par l'écosystème. Donc, gratuitement, en fait, tous les étés, dans les Alpes, on s'attend à avoir de l'eau qui vient des glaciers. Donc, une rivière comme le Rhône, un fleuve comme le Rhône, 40% de son débit, il est connecté aux glaciers.
Donc c'est complètement fou. On se rend compte qu'une grande partie de notre économie, de notre agriculture, de notre énergie, hydroélectricité, nucléaire le long du Rhône, une grande partie de l'eau qu'on utilise pour irriguer nos cultures va venir des glaciers. Donc on s'attend, chaque été, à avoir un gros volume d'eau qui va nous tomber dessus gratuitement. Si on s'éloigne un petit peu plus, on dézoome de ce qui se passe dans les Alpes et on regarde au niveau, par exemple, des grandes calottes polaires que j'ai beaucoup étudiées, le Groenland au nord, l'Antarctique au sud. Là, ce sont des volumes de glace qui sont tellement gigantesques qu'ils peuvent considérablement influencer l'élévation du niveau des océans. Le Groenland, par exemple, c'est 6 à 7 mètres d'élévation potentielle du niveau des océans si le Groenland venait à disparaître. L'Antarctique, c'est beaucoup plus gros, c'est 23 fois la taille de la France. Si l'Antarctique continue à réagir aussi vite au changement climatique, l'équivalence en augmentation du niveau des océans, c'est 58 mètres l'Antarctique. Donc c'est vraiment gigantesque. Donc on se rend compte très vite l'importance de ces glaces et de l'importance de les laisser là où elles sont. Et on a aussi un dernier type de glace qui est vraiment très important. Alors lui, plus pour stabiliser le climat global. C'est ce qu'on appelle la banquise, qui est la glace de mer. Alors elle, pas du tout sur Terre. En fait, si tu vas en Arctique ou en Antarctique, l'océan est très froid et donc la surface de l'océan va geler. Ça va former une sorte de couvercle blanc assez épais. Et cette banquise, elle est très blanche, elle réfléchit le rayonnement solaire, elle renvoie cette chaleur dans l'espace. Et ce phénomène-là, cette couleur de ces surfaces, ça stabilise le climat global. Et ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'il n'y aurait pas pu avoir de civilisation si les glaciers n'existaient pas. Ouais, c'est assez fou, en fait, de se rendre compte que depuis qu'il y a Homo sapiens sapiens sur Terre, il y a toujours eu des glaces. Et ça donne un peu le vertige quand on y pense, mais les glaces ont stabilisé notre climat, nous ont donné le temps, finalement, nous ont donné un climat assez stable pour qu'on puisse se développer, pour qu'on puisse évoluer jusqu'à la civilisation qu'on a aujourd'hui. Alors, vous le dites, vous avez vu votre objet d'étude disparaître sous vos yeux à une vitesse complètement imprévisible. Et justement, c'est ce qu'on disait plus tôt, l'espèce humaine n'a jamais existé sans les glaciers. Et donc, notre survie est liée à celle de la glace sur Terre. En quoi est-ce que la disparition des glaciers nous concerne directement ? Parce que, quand on est français ou qu'on habite en Europe, qu'on vit dans des zones urbaines, on se dit, bon, les glaciers, c'est quand même très, très loin de ma vie, ça ne me concerne pas vraiment, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est un milieu complètement alien. Moi, là où j'habite, c'est à 4000 km d'ici. La glace paraît très lointaine de Paris. Finalement, on est directement connecté ici à la fonte des glaces. Je peux donner, par exemple, les glaciers de l'Himalaya sont directement connectés à ce qui se passe en France. Les glaciers de l'Himalaya, en fait, ils fournissent de l'eau qui est utilisée par la Chine, par l'Inde, pour des activités économiques. Et il faut bien comprendre que la global supply chain, elle est directement influencée par la culture de coton, la culture de riz, qui se passe côté chinois. S'il n'y a plus de glaciers dans ces montagnes-là, on va directement subir les conséquences partout dans le monde. L'élévation, avoir des pénuries ou Voilà, exactement, des pénuries, des difficultés économiques. L'élévation du niveau des océans. Aujourd'hui, le niveau des océans, il augmente de 3 à 4 mm par an. C'est en train de s'accélérer. Aujourd'hui, dans le monde, entre 0 et 10 mètres d'altitude, il y a 700 millions de personnes qui y habitent. On sait que d'ici la fin du siècle, si on reste sur la trajectoire actuelle, on peut avoir plusieurs mètres d'élévation du niveau des mers. Même si on habite à Paris, il va y avoir des mouvements de population qui vont nous toucher directement ici. Il va y avoir des régions tout entières qui ne seront plus habitables, des régions agricoles qui ne seront plus cultivables à cause de l'élévation du niveau des océans. Ce sont les littoraux, les régions où on a les villes les plus actives économiquement, les villes en pleine croissance, c'est là où on a nos ports, on a énormément d'activités économiques. Bref, on est tous et toutes connectés à ce qui se passe et à la perte des glaciers. Et c'est vrai qu'on le voit, quand on voit par exemple les cartes de projection qui existent aujourd'hui sur l'élévation du niveau de la mer, on voit bien qu'en France, on est particulièrement touché, à la fois dans le nord, à la fois au niveau de la Bretagne, à la fois au niveau de la mer Méditerranée, et qu'il y a des villes entières qui seront englouties en fait avec le temps, quoi. C'est pas que le Bangladesh et les Pays-Bas, c'est vraiment aussi la France, toute la côte aquitaine. Si on regarde par exemple Le Havre et toutes les activités économiques qui se passent là-bas, c'est un port extrêmement important pour la France. Le Havre, 1 mètre d'élévation du niveau des mers, c'est déjà des conséquences dramatiques. Et il y a un site internet que je recommande, en tout cas, qui s'appelle Climate Centrals, Surging Seas, qui a une carte justement super précise de l'élévation du niveau des mers. Ça, c'est un outil parfait pour planifier, pour se préparer. Il va falloir s'adapter à ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais il ne faut pas oublier qu'il faut à tout prix réduire le problème à sa source pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Alors, on va y revenir, mais avant, j'aimerais qu'on se réattarde sur le métier de glaciologue, parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé en lisant votre livre, c'est qu'on ne réalise pas, enfin, on ne se rend pas compte à quel point le métier de glaciologue est un métier physique, un métier d'aventure. Vous le dites, vous avez eu une formation au Svalbard pendant vos études où vous avez appris à survivre en Arctique, à monter une tente ou des rafales de vent, à marcher sur un glacier, à vous protéger du froid, à nager en combinaison survie dans les eaux glaciales des fjords. Comment est-ce que vous avez vécu et vous vivez encore cette lutte avec les éléments, en fait, ces aventures, en fait, en quelque sorte, à chaque fois que vous partez en mission? Ouais, c'est un élément, une composante essentielle de ces expéditions, le terrain, la météo. On travaille dans des régions complètement extrêmes où c'est vraiment la nature qui va dicter ce que tu peux faire tous les jours. C'est vraiment très important. Et donc, oui, vous parlez de moments où, par exemple, il y a une tempête et vous êtes bloqué dans votre tente pendant plusieurs jours. Voilà. Tu peux t'énerver tout ce que tu veux. C'est vraiment la météo qui va décider de ce que tu peux faire. Et c'est ça que j'aime, en fait, avec la glaciologie, c'est qu'il y a quand même un effort assez important à faire pour pouvoir récolter ces données scientifiques. Parfois même, on met notre vie en danger à aller récolter des données dans un environnement où le changement climatique est catalysé. Ça rend nos glaciers encore plus dangereux, ça rend les montagnes blindées d'avalanches, ça rend la banquise beaucoup plus fragile. Et c'est vrai qu'il y a un aspect physique très important à la glaciologie, parce qu'il faut pouvoir tenir le coup dans ces conditions-là. Alors, tu vois, je ne suis pas non plus une athlète de dingue, mais j'ai énormément appris, Appris à faire avec, apprendre à continuer à faire de la science quand il fait moins 40, apprendre à rester... Vous parlez de quand vous avez dormi sous une tente et qu'il faisait moins 45 degrés et que vous étiez complètement... Enfin, ça calme tout de suite, ça. Et en fait, quand tu es à moins 45 degrés, tout ton équipement pète parce que le plastique casse, le caoutchouc casse. En fait, tous les matériaux qu'on a l'habitude d'utiliser n'ont pas du tout l'habitude de se retrouver dans un congélateur aussi froid. Ça rend notre travail encore plus compliqué et surtout, ça crée des tensions au sein des équipes. Donc, c'est pas facile, d'aller récolter des données au bout du monde, mais en fait, on se rend pleinement compte de notre responsabilité. Parce que si on part au fin fond de l'Arctique, au fin fond de l'Antarctique, c'est qu'il y a une bonne raison d'y aller là-bas, c'est que rien ne remplace la qualité des données de terrain et que ce qui se passe là-bas va déterminer directement notre avenir. Donc, on essaie de survivre du mieux qu'on peut dans ces conditions-là et on essaie vraiment de récolter les meilleures données possibles parce qu'on sait que chaque bout de neige, de glace que l'on récolte là-bas peut avoir des répercussions vraiment majeures sur le reste de l'humanité. Et va raconter une histoire, parce que les glaciers sont aussi la mémoire du climat, en fait. En quelque sorte, c'est ça qui est passionnant. C'est absolument fou. Là, il y a un projet français qui est génial, qui s'appelle Ice Memory, qui est un projet qui est au Svalbard en ce moment, là où j'habite, qui est chapeauté par l'Université de Grenoble, les glaciologues de Grenoble. Ils récoltent des carottes de glace pour reconstruire le climat passé. En fait, quand tu vas dans les glaciers, surtout les glaciers très lointains, on peut reconstruire le climat grâce à ces glaces. En fait, ces glaces, elles se sont formées par l'accumulation de neige et quand tu regardes ces glaces de très près, il y a des toutes petites bulles d'air. Et dans ces bulles d'air, faut imaginer que c'est comme si c'était des échantillons d'atmosphère d'il y a très longtemps. Là, il y avait des expéditions en Antarctique qui cherchaient de la glace qui a 1,5 million d'années. C'est vraiment dingue. Donc, comme tu le dis, c'est vraiment des archives de notre histoire. D'autres la décrivent comme les glaciers sont des bibliothèques de l'histoire de notre civilisation. Et le premier qui a compris qu'en allant chercher les glaces en Antarctique, on pouvait reconstruire le climat, c'était un Français, c'était Claude Lorius, qui est disparu qui est décédé il y a très longtemps. L'histoire de la vie de l'homme et celle de l'environnement de la planète dans lequel il a vécu a laissé des traces qui s'estompent peu à peu jusqu'à disparaître dans la nuit des temps. Et grâce à lui, en fait, on a compris comment le climat avait évolué naturellement, grâce à l'influence du soleil, les plaques tectoniques, etc., etc. Et il a compris à quel point le changement climatique actuel était historiquement anormal. Et c'est à partir de ces glaces qu'on s'est dit, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Le climat est en train d'être bouleversé. Voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Alors, vous racontez aussi dans votre livre un moment où vous avez, au début pendant vos études, survécu à une avalanche, où vous avez cru mourir. En quoi est-ce que ça a façonné, d'une certaine manière, votre rapport justement à cette question des limites? Parce que quand on est dans de telles conditions physiques, on est obligé
de se limiter en quelque sorte. Enfin... Ouais, quand on est jeune, je pense qu'on se sent vraiment invincible quoi, par rapport à ces paysages-là. Je venais de faire 6 mois dans l'Arctique. C'était la première fois que je partais en Arctique. J'avais l'impression d'avoir bien compris comment l'Arctique fonctionnait. Et c'est vraiment là où on se met en danger, en fait. C'est quand on a l'impression de pouvoir passer au-dessus de cette nature. Quand on a l'impression qu'on est beaucoup plus forte que ça. Et donc, comme une idiote, j'ai déclenché ma propre avalanche. On était 2, on s'est retrouvés complètement pris par ça. On a fait une chute de 100 mètres et on s'est fait bien défoncer. Alors, on a survécu, ce qui était une chance extraordinaire. On aurait pu tout à fait se faire enterrer. Moi, j'ai cru être paralysée suite à cette avalanche-là. J'ai encore pas mal de pépins physiques à cause de ça. Ah oui, encore maintenant? Ouais. Il y a quelques jours, je pouvais à peine marcher. J'avais très mal au dos. Donc, ça continue à me hanter, finalement, cette avalanche. Mais je me souviens de l'infirmière, en fait, à l'hôpital qui nous a récupérés. Et elle qui venait de perdre son mari dans une avalanche aussi au Svalbard. Et elle m'a dit, mais ça, c'est une leçon que tu n'oublieras jamais, quoi. Et c'est vrai, quoi. Et j'ai été pas mal traumatisée suite à l'avalanche. J'avais beaucoup de mal à remarcher sur de la neige, tellement que j'avais peur. Bon, maintenant, j'ai repris confiance. Mais en fait, c'est très important de découvrir ses limites et de comprendre que là-bas, c'est vraiment l'environnement qui gagnera. On peut essayer tout ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment une leçon très importante. La nature, elle est ultra puissante là-bas. Et si la nature veut nous balayer, elle nous balayera. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment j'ai vraiment appris à respecter cet environnement-là. Et j'ai surtout appris à respecter la peur qu'on a sur le terrain. Quand on part en expédition, souvent, on a peur. Et c'est vachement important d'oser l'exprimer maintenant, cette peur. Et donc, je fonctionne un peu à l'instinct sur le terrain. Et je pense que j'ai un radar aux accidents potentiels. Et dès que je vois qu'on se met dans le rouge, immédiatement, je le dis à l'équipe. Et puis, la science passe au second plan. Il faut d'abord que l'équipe survive. Et ensuite, si on peut faire de la science, on la fait. Alors, vous l'écrivez dans votre livre, « J'en ai l'espoir et la conviction, nous sauverons les glaciers et nous-mêmes ». Qu'est-ce qui vous donne cet espoir-là? J'ai de l'espoir parce que je sais qu'on peut y arriver. Il suffit de regarder les rapports du GIEC, il suffit de regarder les rapports du Haut Conseil du climat. On a toutes les cartes en main pour éviter le pire aujourd'hui. Nous, tu sais, en glaciologie, il y a vraiment un seuil de température qu'on ne doit pas dépasser. C'est le seuil des 1,5 degrés. Alors, ça peut paraître un peu bizarre qu'on parle vraiment d'une température qu'il ne faut pas dépasser. Aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, on est à 1,1 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est ça, ouais. On est à 1,1, on est en train de courir, mais vraiment avec le plus d'élan possible vers les 1,5 degrés. On est sur une trajectoire de les pulvériser, ces 1,5 degrés. Là, on est plutôt sur une trajectoire des 3 degrés. En fait, ces 1,5 degrés, si on les dépasse, en glaciologie, on se rend compte qu'il y aura beaucoup de phénomènes irréversibles qui sont liés à la perte de ressources en eau, à la perte d'élévation, à l'augmentation du niveau des océans. Et donc, ces 1,5 degrés, pour nous, il ne faut vraiment pas les franchir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'y est pas encore au 1,5 degrés. Et surtout, on sait qu'aujourd'hui, c'est tout simple, les énergies renouvelables, elles coûtent beaucoup moins cher que les énergies fossiles. Les énergies fossiles, on les sponsorise allègrement pour qu'elles puissent continuer à tourner. Aujourd'hui, on a toutes les cartes en main. On n'a pas à attendre quoi que ce soit. Je veux dire, il n'y aura pas une technologie qui va venir nous sauver de ce mauvais pas. C'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est à nous de décarboner notre économie le plus vite possible, de se débarrasser de ces énergies fossiles pour ne pas dépasser ces 1,5 degrés. Mais justement, la plupart des prévisions disent que d'ici à 2030, 2035, potentiellement, on va dépasser ces 1,5 degrés et donc potentiellement atteindre ces points de bascule-là. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on pourra faire pour limiter les dégâts, en quelque sorte? C'est une course contre la montre complète. Ouais. On sait très bien que là, on est sur une trajectoire des 3 degrés. Comme tu l'expliques, les 1,5 degrés peuvent arriver d'ici la prochaine décennie. Donc, c'est vraiment derrière le coin de la rue. Là, on est vraiment au pied du mur. Et même certains scientifiques qui disent qu'il faut arrêter de parler de l'objectif des 1,5 degrés parce que c'est sûr qu'on va les dépasser. Exactement, ouais. Il y a vraiment quelques scientifiques qui commencent à parler de ça. Abandonner les 1,5 degrés, c'est aussi très politique. Moi, je le vois beaucoup. On travaille pas mal avec les gouvernements. On communique avec eux ce qui se passe au niveau du changement climatique. Abandonner les 1,5 degrés, aujourd'hui, on sait que c'est encore politique, principalement, même si quelques scientifiques disent qu'il faut arrêter de parler de cet objectif. Je suis convaincue qu'il faut le garder, cet objectif, à la COP27. On voulait s'en débarrasser des 1,5 degrés. Ouais. C'est complètement fou. Qu'est-ce qui se passera si on dépasse les 1,5 degrés au niveau de la cryosphère? On remarque que les 2 grosses calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique, si on dépasse les 1,5 degrés, on déclenche en fait des phénomènes irréversibles de déstabilisation de parties de ces calottes polaires. Donc ça veut dire qu'on va perdre des gros morceaux du Groenland et de l'Antarctique qui vont nous condamner
à une très forte élévation du niveau des océans. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Voilà. Ce n'est pas comme si le Groenland, instantanément, allait disparaître ou l'Antarctique, mais on va forcément démultiplier l'augmentation du niveau des océans qu'on va avoir. Si on dépasse les 1,5 degrés, on déclenche aussi un très large dégel du permafrost, qui est ce sol gelé qui occupe quand même 25% de l'hémisphère nord. 25% de l'hémisphère nord, c'est du sol gelé en permanence. Si ce sol gelé continue à dégeler, parce que c'est amorcé, très vite, on va parler du pays du permafrost, parce que le permafrost émet des gaz à effet de serre quand il dégèle. Et on sait que si on passe la barre des 2 degrés, par exemple, le permafrost, il peut émettre autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme l'Inde. Si on va vers les 3 degrés, c'est autant que l'Union européenne. Si on va vers les 3-4 degrés, le permafrost peut émettre autant qu'un pays comme les États-Unis. Donc c'est vraiment majeur, et on sait aujourd'hui que pour nous, il faut tout faire pour comprendre que ces 1,5 degrés, c'est une limite. Ce ne sera pas la fin de l'humanité si on dépasse les 1,5 degrés, mais ce sera ultra compliqué. Ça va rendre des régions de notre planète invivables. Ça va créer des déplacements de population extrêmement importants. Ça va créer des compétitions par rapport aux ressources que l'on voit déjà aujourd'hui, qui seront largement intensifiées. Donc, ce ne sera pas la fin de tout, non. Mais ça va être très compliqué si on dépasse ces 1,5 degrés. Oui, et surtout notamment avec tous les cercles vicieux que ça peut engendrer. Vous en parlez dans votre livre, même par rapport, par exemple, au Gulf Stream, qui est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours très très bien, mais qui a un impact en fait sur notre climat aujourd'hui, quoi. Ouais, ça c'est fou. En fait, quand on regarde ce qui se passe au niveau des océans, c'est fascinant. En fait, tous les océans sont reliés entre eux par des grands courants océaniques. Il faut imaginer un peu comme un tapis roulant, voilà, qui parcourt tous les océans du monde entier. Pour que ce tapis roulant il fonctionne bien, pour qu'il ait pas mal d'énergie, il faut qu'il y ait sur Terre, dans les océans, des échanges de température, donc des régions chaudes, surtout des régions froides. Il faut qu'il y ait des échanges de salinité aussi. Et les régions polaires sont vraiment les pompes qui font fonctionner toute cette circulation océanique dont fait partie le Gulf Stream. Et ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que malheureusement, ces régions polaires, c'est là où le changement climatique est le plus intense. Donc ce qui se passe, c'est qu'en termes de température et de salinité, donc les 2 ingrédients principaux, on remarque déjà, l'écart de température entre les régions polaires et le reste du monde est en train de se ramollir, de s'amoindrir, parce qu'elles se réchauffent très vite. Mais aussi, un énorme problème, c'est que ces régions polaires reçoivent énormément d'eau douce qui est liée à la fonte des glaces, à la fonte des glaces terrestres, le Groenland et l'Antarctique en grande partie. Et donc, il y a une quantité énorme d'eau douce qui est en train d'arriver dans ces océans qui sont à la base très, très salés. Et on se rend compte que la mécanique de cette circulation océanique est en train d'être directement affectée par la fonte des glaces. Qu'est-ce qui risque de se passer ? Alors c'est très compliqué de le mesurer, on essaie de le faire aussi bien qu'on peut. On est en train petit à petit de détecter un ralentissement du Gulf Stream. Ça reste assez débattu, mais en tout cas la théorie nous montrerait que c'est ce qu'on devrait avoir. Si le Gulf Stream se ralentit, s'arrête ou s'inverse, ce qui risque de se passer chez nous, en Europe du Nord, c'est vraiment un bouleversement de notre climat, de notre météo de tous les jours. Certains parleraient même d'un refroidissement qui risquerait de nous tomber dessus. Alors pour l'instant, ça ne se compense pas du tout. Pour l'instant, le réchauffement est vraiment en train de gagner. Et on le voit avec ce qu'on a subi l'été dernier en France. Il va falloir surveiller de très près ce qui se passe au niveau du Gulf Stream, ça c'est sûr. Oui, parce que ça peut toujours être un peu compliqué quand on parle de refroidissement. Ça peut donner aussi un peu du grain à moudre aux personnes climato-sceptiques qui vont dire il fait encore très très froid en hiver et donc tout va très bien, il n'y a pas de réchauffement climatique. Oh là là, ouais. Vous avez décidé de changer de cap à un moment pour transmettre vos connaissances sur le changement climatique. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de sortir de votre laboratoire pour alerter le grand public ? Je pense que c'est vraiment ultra important de continuer cette recherche fondamentale sur le changement climatique, bien évidemment. C'est la fondation de tout. C'est grâce à ça qu'on a des rapports du GIEC. Il faut continuer à étudier ce qui se passe sur le terrain. Il faut continuer à faire des rapports scientifiques, des publications scientifiques. Mais j'ai vite compris que ma passion et mon rôle étaient peut-être ailleurs. En fait, cette science du climat, si elle n'est pas communiquée, elle n'a pas d'impact. Mais communiquer vraiment de façon efficace, proactive. Aujourd'hui, on a vraiment besoin que les scientifiques sortent de leur laboratoire. En France, on a de la chance, parce qu'on a vraiment une armée de Avengers du climat dans les scientifiques. Et je les en remercie parce qu'on a vraiment besoin de ça. Mais il faut vraiment que dans le monde entier, les scientifiques comprennent que des publications, des rapports scientifiques, ça ne suffit pas. Et donc, mon rôle, moi, c'est vraiment d'être au service du monde académique aujourd'hui. Je le fais au niveau de mon travail au Conseil de l'Arctique. Je suis en fait l'intermédiaire entre les gouvernements et le monde académique.
Mais mon rôle, c'est vraiment de rendre cette science accessible au plus grand nombre. Parce que quand les gens comprennent vraiment ce qui se passe, et je le vois, moi, mais au quotidien, quoi, quand vraiment ça clique, l'urgence dans laquelle on est et le fait qu'on va toutes et tous être touchés par ça, la première question qu'on me pose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça ? Et donc, on se rend compte que l'éducation, c'est vraiment la première étape vers l'action. D'où l'importance de rendre ces connaissances accessibles au plus grand nombre et j'ai envie de dire aussi obligatoire. Aujourd'hui, on a vraiment besoin que notre gouvernement, nos entreprises, la société civile embarquent le pas et ça va passer par une éducation massive sur ce sujet-là. Oui, et ça passe aussi par l'éducation dans les écoles et l'expérience à laquelle vous avez participé, c'est emblématique de ça. C'est-à-dire d'un professeur de technologie hyper motivé qui dit voilà, moi je veux que mes élèves expérimentent sur le terrain qu'est-ce que c'est le changement climatique, aillent au Svalbard. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience et en quoi pour vous elle alors peut-être qu'elle n'est pas réplicable parce qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre quand même si tout le monde se met à prendre l'avion pour aller au Svalbard, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais en tout cas de cette idée d'être en contact direct avec ce qui est en train de se passer, en fait, pour aussi des jeunes aujourd'hui. Ce projet dont tu parles, c'est Demain, c'est nous. Ça a été une révélation pour moi. Ça fait depuis 2016-2017 que je suis bénévole sur ce projet qui a été créé par François Bernard. Et l'idée, c'était justement de faire un test dans un établissement de La Rochelle et de voir qu'est-ce qui va se passer si on donne aux élèves 2 heures par semaine pour leur apprendre le changement climatique et les motiver à passer à l'action. Et c'était vraiment une révélation pour moi parce que moi, j'étais là pour leur expliquer un peu ce que je voyais sur le terrain, la science du changement climatique, mais je me suis rendu compte que c'est surtout les jeunes qui m'apprenaient énormément de choses et qui nous poussaient en fait à être meilleurs, à travailler sur des solutions, à passer à l'action. Et l'idée, c'était aussi de les emmener sur le terrain. Donc, on les a emmenés à 2 reprises au Svalbard, vraiment dans l'épicentre du changement climatique. On les a fait rencontrer les acteurs du tourisme au Svalbard, les mines de charbon qui sont encore ouvertes au Svalbard, les scientifiques du Svalbard. Et aujourd'hui, ces jeunes, mais ils se révèlent dans ce qu'ils sont en train de faire. Là, ce qui est bien, c'est que... Alors, certains veulent devenir glaciologues, ce qui me réjouit beaucoup, mais quel que soit le secteur dans lequel ils sont en train de se lancer, ils ont cet enseignement et ils ont cette urgence de passer à l'action. Et ce projet, je les ai retrouvés pas plus tard qu'il y a une semaine. On était à la mer de glace ensemble. Donc, il n'y a pas besoin d'aller au Svalbard pour comprendre ce qui se passe au niveau du changement climatique. On a passé toute une journée sur la mer de glace ensemble. C'était très touchant parce que moi, la mer de glace, je la connais très bien. Ça fait partie de mes racines. Et quand tu vas à la mer de glace, en fait, tu descends des marches d'escalier parce que le glacier a vraiment dégonflé pour aller à la surface du glacier. Et je leur ai montré un petit panneau que j'ai installé il y a quelques années qui montre l'année 2015. Et ça montrait où était le glacier, où était la surface du glacier en 2015. Et maintenant, depuis ce petit panneau 2015, tu as 200 marches d'escalier pour retrouver la surface du glacier. Et ça, tu vois, quand tu as des jeunes, là, ils avaient 17 ans la plupart, et c'est vraiment un électrochoc pour eux. Je leur ai montré que si on reste sur la trajectoire actuelle, on risque de perdre la majorité des glaciers des Alpes d'ici la fin du siècle. Donc, imagine qu'au cours de leur vie, ces jeunes, ils vont peut-être voir des Alpes avec des glaciers à des Alpes sans glaciers, si on réagit pas maintenant. Donc, le fait qu'il faut passer à l'action aujourd'hui, c'est complètement acquis. Et là, je te dis pas, c'est des fous furieux. Ils vont commencer par leur propre cercle d'influence, leur établissement scolaire qui est déjà bien engagé. Et c'est parti. Ça donne énormément d'espoir. Au moment où vous parlez de votre changement de cap sur une exploration polaire pour touristes, vous êtes sur un bateau et vous faites de la vulgarisation scientifique, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, et c'est un vrai sujet, je pense, aujourd'hui, une sorte de contradiction à parfois aller, par exemple, sur un bateau qui pollue pour faire de l'exploration polaire pour touristes, pour faire de la vulgarisation scientifique ou faire le tour du monde pour faire des documentaires, etc. Enfin, c'est une question qui se pose de plus en plus dans le débat public. Et c'est vraiment une réflexion que j'ai au quotidien. En fait, j'essaie vraiment de réfléchir où est-ce que je peux avoir le plus d'impact sans forcément avoir le plus d'impact sur le climat. Et ça, c'est vraiment pas évident. Oui, j'ai travaillé dans des bateaux de croisière parce que je pensais vraiment pouvoir avoir un impact sur une catégorie de la population qui avait envie justement d'aller voir des glaciers au bout du monde. Je me suis assez vite rendu compte une catégorie plutôt fortunée aussi, qui du coup a comme plus de pouvoir sur ces questions. Et c'est important de les toucher. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut vraiment se connecter à ces populations-là, mais la façon de le faire n'était peut-être pas la bonne, du moins pour moi. Je me suis vraiment pas reconnue là-dedans et finalement, j'ai arrêté. Mais je suis convaincue qu'il faut vraiment accentuer ces efforts de communication scientifique. Il faut redonner confiance dans la science. Il faut humaniser la science. Et il y a plein d'outils et de façons de le faire. Il n'y a pas forcément besoin d'aller au bout du monde pour raconter ce qui se passe.
En fait, on a des exemples extraordinaires dans les Pyrénées, dans les Alpes, de l'impact du changement climatique sur les glaciers. Et aujourd'hui, c'est une vraie réflexion personnelle. Voilà, comment je peux continuer à avoir le plus d'impact possible tout en limitant mon empreinte carbone le plus possible. Oui, c'est une question que se posent beaucoup de scientifiques aussi qui font de plus en plus de conférences par Zoom et qui parfois se disent non, c'est important d'être là pour voir les personnes, pour partager un moment. Donc c'est un peu toute l'ambiguïté de l'époque qu'on est en train de vivre en quelque sorte. Ouais, ça c'est sûr. Tu sais, on m'a posé la question une fois, on m'a dit est-ce que tu penses que les COP seront sur la métaverse dans 5 ans, quoi, les conférences du climat. Et en fait, on se rend compte que vraiment les moments cruciaux dans ces COP, en fait, c'est pas les réunions officielles, c'est la pause café, c'est le soir, quand Bien sûr, c'est l'à côté. C'est l'à côté. Et donc, mine de rien, on aura toujours en fait ce genre de réunion en présentiel. Quand on retrouve tous les pays du monde, voilà, des fois ça avantage certains participants, pas d'autres. Mais il faut continuer à avoir ce lien humain finalement pour pouvoir discuter de sujets importants, d'avoir des discussions informelles et vraiment d'essayer de pousser l'agenda du climat. Alors, dernière question pour les personnes qui nous écoutent et qui, du coup, j'espère, ont appris beaucoup de choses sur les glaciers et l'importance de les sauver. Comment est-ce que, en gros, ces personnes-là peuvent participer au fait de sauver les glaciers aujourd'hui? Merci pour cette question. On peut faire ça. C'est super important déjà de s'éduquer sur ce sujet-là. Et tu sais, moi, j'adore, sur les réseaux sociaux, je reçois plein de messages, mais vraiment de gens qui me posent des questions très profondes sur la science, qui me demandent d'expliquer ce qui se passe. Contactez les scientifiques. N'hésitez pas à aller au-delà des rapports, des publications. De toute façon, vous allez recevoir beaucoup de messages. Il n'y a aucun problème, je suis toujours disponible pour ça, mais vraiment, utilisez les scientifiques pour vous éduquer sur ces sujets-là. Nous, on est tous ultra passionnés de nos sujets. On a à cœur de les partager. Donc vraiment, avoir une bonne fondation de connaissances sur ces sujets-là, c'est vraiment crucial. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de passer à l'action. On sait très bien aujourd'hui que ce n'est pas les plus vulnérables qui doivent réparer les pots cassés de ceux qui ont l'empreinte carbone la plus forte, ça c'est sûr. Il y a vraiment un sujet de justice sociale très très important par rapport à ça, mais on peut tous essayer de faire quelque chose. Alors, on peut tous déjà commencer par là où on est. Je reprends l'expression encore de Jean-Louis Etienne, mais commencer par son cercle d'influence, ses amis, ses collègues, sa collectivité territoriale, son établissement scolaire. Là, les élèves de Demain c'est nous de La Rochelle, ils calculent l'empreinte carbone et l'empreinte eau de leur établissement scolaire et ils vont trouver quelques secteurs qui vont pouvoir améliorer. Mais ensuite, bien sûr, qu'il faut aller au-delà de ça. Je pense qu'il est très important de comprendre qu'il faut utiliser sa voix. Et on le voit aujourd'hui, et c'est très important de continuer à défendre ça. Il faut continuer à s'exprimer sur les sujets qui sont liés au bien commun. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui mettent leur vie en danger pour pouvoir défendre notre eau, notre air, nos sols, notre biodiversité. Et ça, c'est extrêmement important. On sait que ça, c'est en danger aujourd'hui. Il ne faut pas le lâcher. Il faut continuer à pouvoir s'exprimer. Et si on trouve que les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer dans notre pays, il faut aller s'exprimer. Ça, c'est très important. Il faut aller voter aussi. Et je sais que c'est pas évident, notamment pour les jeunes générations qui se retrouvent pas du tout dans notre système politique actuel. Il faut quand même aller s'engager. Alors, pas qu'au niveau national, mais au niveau de son conseil municipal, dans sa ville, dans son village. Allez les voir, allez discuter avec eux. Ayez un échange constructif. C'est vachement important, par exemple, pour nous, les scientifiques, de comprendre comment le maire ou la maire d'un village peut agir, par exemple. Quels sont leurs moyens d'action? Donc, il va falloir vraiment, dans des moments où on est tous divisés, où le dialogue est très compliqué, il faut impérativement qu'on ait des dialogues, qu'on s'engage et qu'on travaille ensemble sur les solutions qu'on va pouvoir mettre en place. Les solutions, elles vont être inévitablement locales, territoriales, mais on a aussi besoin que notre gouvernement il s'élève à la hauteur du défi climatique. Oui, mais surtout que justement, aujourd'hui, par exemple, les solutions locales, c'est un peu... et les luttes locales, c'est un peu l'une des choses qui restent aux citoyens qui ont envie de se battre sur ces questions et de se battre pour le vivant, parce qu'on est quand même là, aujourd'hui, en France, en ce moment, un gouvernement qui est de plus en plus sourd à toute forme de revendication sur les questions écologiques. On voit qu'ils sont au pied du mur aujourd'hui. Alors, des choses se passent. Je pense qu'il y a 5 ans, on n'aurait pas imaginé un ministre parler d'un plan sécheresse, d'un plan eau, de parler de la France à plus 4 degrés. On voit que les changements sont quand même très, très rapides. Ça, il faut le saluer. Mais on sait aussi que la France a réduit ses émissions de gaz à effet de serre. C'était quoi, 2,5% depuis l'année dernière. C'était assez conjoncturel, finalement. On sait que ce chiffre, il devrait doubler ou tripler, en fait. Donc, l'action, elle devrait être beaucoup plus importante. Et nous, voilà, en tant que citoyens, citoyennes, on peut faire une partie du chemin. Il faut aussi que le gouvernement se réveille et agisse en conséquence. Aujourd'hui, le changement climatique, la science, elle est radicale. La science, elle est extrême. Il n'y a pas besoin d'en rajouter par rapport à ça. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer.
On s'attend à ce que notre gouvernement s'engage avec les scientifiques et vraiment prenne des décisions à la hauteur de ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Heidi Sauves, d'être venue sur Blast. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre les glaciers et la nécessité de les sauver aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mets plusieurs liens pour creuser tous les sujets évoqués en description. Nous avons besoin de vous pour porter ces sujets dans le débat public. Alors, n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum, de la commenter, de la liker, pour qu'elle soit vue le plus possible. Je le rappelle, Blast est un média indépendant, qui ne dépend que de vos dons et vos abonnements. Alors, prenez s'il vous plaît un moment pour nous soutenir sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.